Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Gilles. Gilles, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Je vais très bien. Vers la forme. Très bien. Quoi de neuf? On parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on va parler de la procédure judiciaire. On va parler de la procédure judiciaire. C'est quoi une procédure judiciaire? La procédure judiciaire, avant de répondre à la question de la procédure judiciaire, il faut déjà savoir que la justice s'organise en ordre. Il y en a 4 principalement. Il y a l'ordre constitutionnel, l'ordre administratif, l'ordre financier, avec la Cour des comptes, et l'ordre judiciaire. Et dans l'ordre judiciaire, nous avons 4 matières. La matière pénale, la matière sociale, la matière commerciale et la matière civile. Et la procédure judiciaire va s'entendre de l'ensemble des règles de procédure qui sont mises en œuvre dans le cadre d'un procès judiciaire. Donc, procès judiciaire, comme je le disais tout à l'heure là, va se rapporter à un procès dont l'objet porte sur une matière civile, pénale, sociale ou commerciale. Et les règles de procédure qui sont mises en exergue sont contenues soit dans le code de procédure civile, soit dans le code de procédure pénale, soit dans le code du travail ou même dans les actes uniformes OHADA. Est-ce que les règles sont pareilles? Les règles sont pareilles par rapport à quoi? Par rapport aux différents articles. Aux différentes matières. Oui. Non, ça dépend. Tout est une question déjà de l'objet du litige. Je prends un exemple. Si par exemple vous avez fait l'objet d'une soustraction frauduleuse d'une chose qui vous appartient, donc le vol, la matière elle est pénale. Le vol est une infraction, un délit, voilà, prévu et prescrit et réprimé par le code pénal en vigueur. La procédure va vous demander, soit pour la mettre en œuvre, va vous demander soit d'aller dans une unité de police judiciaire, donc un commissariat ou une brigade de la gendarmerie la plus proche, ou même de faire une plainte, de saisir directement le parquet, en passant par le secrétariat du parquet. Maintenant, puisque le procureur, en cette matière, est le maître des poursuites, c'est lui qui va juger de l'opportunité de classer sans suite ou de poursuivre l'affaire. Donc ça, c'est au niveau de la matière pénale. Maintenant, au civil, on a quoi? Au civil, les matières sont les matières contractuelles, dans le cadre d'un litige qui oppose, par exemple, son locataire à son bailleur. Si je prends une hypothèse où un locataire a fait l'objet d'une éviction arbitraire de la part de son bailleur, la juridiction compétente pour recevoir sa requête, qui est entre griffes la plainte, c'est une requête. La juridiction compétente à la matière, si le contrat lié, si c'est un contrat par exemple dont l'objet portait sur le bail à habitation, c'est le juge civil qui est compétent. Et si le bail, la contestation qui porte sur le bail était de nature commerciale, le juge compétent sera le juge commercial. Donc tout va dépendre également de la matière et de l'objet sur lequel porte le litige pour déterminer la compétence de telle ou telle juridiction. Après le pénal, on a quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le pénal pour ce qui concerne toutes les infractions au code pénal. Donc les contraventions, les délits, les crimes, ça c'est pour le pénal. Après on a les juridictions sociales pour toutes les fautes qui sont commises dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail ou dans un cadre professionnel. Et après on a le civil, comme je disais tout à l'heure, pour le cas par exemple d'un différend qui opposerait le bailleur à son locataire. Si j'ai été licencié abusivement, je me tourne vers qui? Devant le tribunal du travail. Mais la procédure, on ne va pas systématiquement devant le tribunal du travail. On va aller d'abord devant l'inspection. Parce que les inspecteurs du travail ont vocation à accueillir les deux partenaires sociaux dans le cadre d'une conciliation. C'est si la conciliation échoue que finalement l'affaire va être déférée devant le juge du travail. Là-bas encore, il y aura une autre conciliation et puis le cas échéant, ça va aboutir sur un contentieux. Pourquoi généralement on a l'impression que les procédures sont longues? Les procédures sont longues parce que déjà, dans la manière dont les choses sont même organisées, il y a un timing. Vous saisissez, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'action en justice. C'est l'article 2 du Code de procédure pénale qui définit l'action en justice. Comme le droit
pour toute personne de porter une prétention devant un juge pour que celui-ci la dise bien ou mal fondée. Lorsque vous avez une prétention, vous la portez devant une juridiction à la faveur d'une requête introductive d'instance. Ça, c'est une première étape déjà. Après, dès que la requête introductive d'instance est introduite devant la juridiction compétente, on va vous délivrer, le président du tribunal de la juridiction va vous délivrer une ordonnance qui va faire l'objet, une ordonnance qui va inviter la partie à comparaître devant la juridiction là. Maintenant, à la faveur d'une assignation faite par un huissier de justice, la personne viendra se présenter à la date et aux heures indiquées dans l'ordonnance en question. Ça, c'est déjà une étape. Et maintenant, quand vous allez être entendu devant la juridiction des séants, qui est compétente pour connaître de litiges que vous oppose à votre adversaire, nous sommes dans la mise en état. La mise en état, c'est une autre procédure. Et dans la mise en état, là, il peut avoir, chacune des parties peut bénéficier de 3, voire même 4 renvois. Et généralement, les renvois tiennent même sur 3 mois. Au tribunal du travail récemment, le mois dernier, j'avais une affaire qui a été renvoyée en juin. Donc on a avril, mai, juin, ça a été renvoyé au 20 juin. Donc je vais attendre 3 mois, juste pour un renvoi. Bon, on va du principe que chacune des parties a en moyenne 3 renvois. Et qu'un renvoi, les renvois, c'est distance, les audiences à la suite des renvois, c'est distance à intervalle de 3 mois. Donc ça va faire 3 renvois pour chacune des parties. Il y a 2 parties, ça fait déjà 6. Et si on va avec l'intervalle de 3 mois, on est dans 18 mois. Donc c'est ce qui peut déjà expliquer pourquoi est-ce que les procédures sont longues. Ce n'est pas forcément la lenteur administrative ou de l'appareil judiciaire. Ce n'est pas forcément dû à ça. Il faut donner aux parties la possibilité de se défendre. Parfois, lorsqu'une personne est assignée, elle n'a pas vraisemblablement pris la mesure des faits. Quand elle arrive, elle peut demander à la juridiction compétente de lui donner un délai suffisamment important pour mieux se pourvoir. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle prépare les moyens de sa défense, elle va recueillir les moyens des preuves. Mais parfois, ce n'est pas évident, les preuves sont disparates, parfois elles ne sont pas constituées, ça va vous demander de faire une expertise. Parfois même la juridiction elle-même peut rendre une décision avant de dire droit. Ce qu'on appelle dans le jargon les ADD. C'est-à-dire avant de se prononcer sur le fond de l'affaire, elle va rendre une décision avant de dire droit pour demander certainement aux parties de se prémunir de certains faits ou de certaines pièces ou même désigner un expert. Et l'expert, quand il va faire son expertise, puisqu'il doit apporter son rapport devant le juge, ça peut prendre 1 an, sinon même plus. Tout dépend également de pendant tout ce temps-là, tu payes. Payer quoi? Les frais, non? Non, mais les frais de procédure au tribunal, c'est quoi? Ça dépend, parce qu'il y a déjà les frais de requête sont autour de 10-30 000. Ça ne coûte pas cher. Devant la juridiction du travail, c'est gratuit, parce que quand l'inspection du travail transmet le dossier au niveau du tribunal du travail, c'est gratuit. La procédure également devant le parquet, elle est gratuite. C'est devant le juge civil et le juge commercial. Je crois que pour enregistrer une requête au civil, c'est 10 000 francs. Voilà. Et pour la retirer, c'est 10 000 francs aussi, donc 20 000 francs. Donc on ne va pas au-delà de ça, quoi. Ça tourne autour de 10-20 000 francs. Maintenant, le gros de la procédure, c'est au niveau des actes extrajudiciaires. Ce que tu l'as payé à l'huissier, ou encore les honoraires que tu dois payer au conseil juridique que je suis. Donc maintenant, si tu viens pour une affaire, que je vois que pour ton affaire, pour apporter un dénouement, je te demande 2 millions, c'est là où ça paye. Maintenant, quand tu payes, soit on définit un moratoire, soit tu ne payes un seul acompte. Après là, c'est fini là. C'est quoi un moratoire? Un moratoire, c'est un échéancier. Voilà. On peut définir entre autres le moratoire comme un échéancier qui est accordé à un créancier, à son débiteur ou encore son partenaire. Mais le moratoire peut aussi être entendu comme un différé de paiement dans le temps ou encore une remise des dettes. Si tu me dois de l'argent, définir un moratoire, ça veut dire ok, le PB, d'après tu me dois 1 million. Écoute, actuellement je sais que tu as des difficultés, tu vas me remettre finalement 800 000 francs. Ça c'est une remise des dettes. Donc je te remets 200 000 francs et puis finalement en fin de compte tu me remettras 800 000 francs. Ça c'est l'un des aspects du moratoire. Mais pour ce qui est de l'échelonnement d'un paiement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on définit un échéancier chaque mois. On va fractionner la créance en fait.
1 million, on dit bon, chaque mois tu me donneras 200 000 francs jusqu'à ce que finalement toute la créance soit épongée. Donc voilà comment est-ce que ça se passe un peu, le coût de la procédure. Généralement c'est autour des honoraires, les frais d'huissier, les actes extrajudiciaires, mais devant le tribunal. Sauf si le tribunal ordonne le paiement d'une provision ou d'une caution. Voilà. Il y a les cautions qui sont demandées, par exemple, dans les procédures qui mettent en opposition un citoyen et un expatrié. On peut demander à ce sujet expatrié-là d'avoir constitué une caution. Ce sont les frais, c'est la nature des frais qu'il peut payer dans la procédure. Donc, aussi longtemps que la procédure sera pendante, même si c'est des décennies, vous n'avez rien à payer en dehors de ces faits-là, de ces frais-là. D'accord. Toutes les fois que la procédure se suit, puisque ce n'est pas de votre fait. Voilà. D'accord. Merci Gilles qui revenait aujourd'hui sur la procédure judiciaire. On aura l'occasion d'en analyser un peu plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.